Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du cours de gnose maçonnique. Je vois qu'il y a des personnes dans la wait room. Salut Simon. Alors, les personnes qui sont dans la waiting room, vous pouvez venir quand vous voulez. Il suffit de faire comme ça pour poser une question. On peut m'interrompre à n'importe quel moment pour avoir des explications. C'est l'intérêt de ce cours par rapport aux vidéos. Eh bien, c'est que on peut m'interrompre à n'importe quel moment. Moi, je vous vois en petite icône dans StreamYard, et dès que vous appuyez, hop, voilà ce que vient de faire Simon, eh bien, hop, tu viens à l'antenne, tu peux poser ta question. OK? OK, super. Voilà. Alors, on va commencer en faisant un petit récapitulatif des cours précédents. Dans le groupe WhatsApp, et je l'ai remis aujourd'hui, je vous avais mis une très belle vidéo sur la suite de Fibonacci. Voilà. Et si vous voulez comprendre ce dont on va parler aujourd'hui, il faut regarder cette petite vidéo qui dure plusieurs minutes. Je crois qu'elle dure 7 minutes, me semble-t-il, 3 minutes 30. Voilà. Voilà, donc je vous laisse la regarder. Elle sera mise sur cette chaîne et vous recevrez aussi le lien pour que vous puissiez la voir par la suite. Il y a une vidéo qui est en train de charger qui fait 10 minutes environ, qui est la fête du Bouddha, la fête des fleurs, qui fête tous les miracles qu'il y a eu avant la naissance du Bouddha et qui ont entouré sa maman. Donc la maman du Bouddha, avant qu'elle ait le Bouddha, elle a eu un rêve avec un éléphant blanc. Et puis partout où elle posait la main, partout où elle marchait, il y avait des fleurs qui apparaissaient, ça fleurissait. Tout la tenait l'éveil autour d'elle. Et donc cette fête, c'était aujourd'hui. Voilà. Et Anamitsu. Donc on est allé, comme il n'y a pas de centre bouddhiste tibétain ici à Brasilia, on est allé faire ça chez nos amis japonais du centre Chine. Alors c'est un centre Tendai, donc on a la même religion qu'eux, donc ils pratiquent le même culte que nous. Hein. C'est le Bouddha Amitabha, le Bouddha de la terre pure de l'Ouest. C'est celui qui se manifeste à la fin des temps, et selon le vœu qu'il a fait, lorsque le soleil, vous voyez, dans le bouddhisme, on a des notions scientifiques qui surprenantes. Hein. Il y a 2500 ans, on nous a enseigné des choses qu'on découvre, qu'on sait scientifiquement seulement depuis peu. Donc, dans le bouddhisme, on dit qu'un jour, le soleil, eh bien, il deviendra une supernova, il deviendra rouge, très très rouge, il deviendra très grand, et il enveloppera toutes les planètes du système solaire, et la Terre sera détruite, ainsi que tous les êtres qui sont dessus. Mais le Bouddha Amitabha a dit que toute personne qui invoquerait son nom à ce moment-là, eh il émettrait un rayon de lumière depuis son troisième œil, et ce rayon de lumière, un peu comme un dessin animé, un peu comme dans un manga, il entourerait la personne, et il la transporterait à l'intérieur du troisième œil du Bouddha Amitabha, et la personne renaîtrait dans la terre pure de l'Ouest. Voilà. J'espère que ça va bien au niveau micro. Voilà. Alors, donc voilà, donc vous allez avoir la vidéo dans quelques minutes de cet événement. Alors, ici, on est vraiment dans du bouddhisme exotérique, c'est-à-dire le bouddhisme en tant que religion. On n'est pas dans du bouddhisme ésotérique, c'est-à-dire que ce sont des cultes extérieurs qui sont destinés aux laïcs, et les laïcs ont la possibilité donc de participer au culte, et il y a un échange d'énergie, c'est-à-dire ils soutiennent financièrement et matériellement les moines, et en échange, les moines, eux, ils font tout pour atteindre l'éveil. Et lors de ces réunions communes, avec ces rituels, eh bien, le niveau de réalisation des moines se transmet aux personnes qui sont dans la salle. Alors pour moi, c'est ce genre de manifestation, je pleure tout le temps. Je fonds en larmes. C'est des rituels qui sont très très émouvants. Surtout qu'aujourd'hui, ce petit rituel, c'est, et on va en venir parce que dans le christianisme, on a la même chose. Eh bien, on prend une petite pipe en bambou, et puis on prend de l'eau et on la verse 3 fois sur une toute petite statue du Bouddha, de l'enfant Bouddha, et ça purifie notre notre enfant intérieur. Alors, bien entendu, le rituel, il n'est pas expliqué aux laïcs, il y a des chants, etc., etc. Donc,
il le vit d'une façon extérieure, c'est la statue du Bouddha qu'on nettoie, c'est l'enfant Bouddha, c'est un phénomène extérieur. Tandis que lorsqu'on connaît l'ésotérisme, on sait que ça agit à l'intérieur. C'est que c'est un bon moment de l'année pour purifier notre enfant intérieur et de toutes ces scories. C'est un moment où on peut demander pardon aux personnes à qui on a fait du mal. On peut aussi se demander d'abord pardon à soi-même, de ne pas être fidèle à soi-même. On peut aussi demander pardon aux autres. Si on n'est pas assez courageux pour aller le faire, eh bien, on peut le faire mentalement. Ça marche aussi. Surtout quand ça peut générer des conflits. Et en préparant mentalement, d'ailleurs, souvent, ça prépare aussi d'un point de vue psychologique, pour ensuite aller le faire d'un point de vue matériel. Donc ces rituels, ils sont très importants, ces rituels extérieurs. Et c'est exactement la même chose qui s'est passé dans le christianisme. Vous savez que le christianisme et le bouddhisme, on est en face à face, l'un avec l'autre. Donc dans le bouddhisme, on a notre tradition, elle est entièrement, depuis son origine, ésotérique. Que ésotérique. Et c'est la même chose avec le christianisme. Sauf qu'il s'est passé deux phénomènes. Dans le bouddhisme, notre ésotérisme, il est rentré au Japon, il est rentré en Chine, il est rentré au Tibet, et il est rentré en Mongolie, et il a rénové de l'intérieur les cultes. Par exemple, en Inde, le bouddhisme a rénové le brahmanisme, qui est devenu l'hindouisme. Au Japon, le bouddhisme est arrivé depuis la Chine, il a rénové le Shinto, et ça a donné naissance au Shingon et au Tendai, qui sont les deux grandes écoles. Okay, le Zen, c'est une troisième école qui s'est rajoutée par la suite, qui est une école totalement épurée, sans aucune représentation, conformément au bouddhisme originel. C'est un peu le renouveau charismatique du bouddhisme qui est apparu au Japon. En Chine, lorsque le Shan, le bouddhisme est arrivé d'Inde, eh bien, il est rentré dans les milieux taoïstes et confucianistes. Le taoïsme avait perdu de la vigueur, disons, il s'était éloigné de son ésotérisme, il était devenu quelque chose de très superficiel. Avec le confucianisme, il était devenu un moralisme, une sorte de moralisme, de philosophie, et on avait perdu la clé de l'ésotérisme. Et donc, quand le bouddhisme est arrivé, il y a eu une grande révolution qui s'est passée à l'intérieur de la Chine. Le confucianisme a été laissé de côté, le taoïsme est revenu, mais sous une nouvelle forme qu'on appelle le bouddhisme Shan, et qui en réalité reprend tous les gimmicks, tous les concepts du taoïsme, plus l'influence du bouddhisme. C'est la même chose quand le bouddhisme est arrivé au Tibet. Lorsque le bouddhisme est arrivé au Tibet, il est rentré dans un contexte où il y avait du Bön, qui était la religion fondée par le 13e Bouddha Trungpa Shenra Mewoshe, entre 1400 et 30 000 ans avant Jésus-Christ, on ne sait pas exactement, il venait d'Iran, c'est certainement de Sumer. Les historiens disent que c'est à peu près contemporain à Abraham, ça se serait séparé en deux, un d'un côté, l'autre de l'autre. Et au Tibet aussi, eh bien, ça a rénové le Bön. Le Bön, il est toujours là, mais il s'est rénové sous l'influence de Padmasambhava, Guru Rinpoche, qui a créé, eh bien, le bouddhisme tibétain, tel qu'on le connaît en tant que religion. Voilà. Derrière, donc, au Japon, vous allez trouver une religion bouddhiste qui s'appelle le bouddhisme japonais, le Tendai et le Shingon. En Chine, c'est le Shan. Et au Tibet, c'est le Vajrayana, le véhicule de diamant. Et le niveau le plus élevé du Vajrayana, c'est le Dzogchen, c'est la lignée dans laquelle je suis. Et il y a une autre lignée intellectuelle qui s'est créée par la suite associée au Dalai Lama, qui est la lignée du Kalachakra. Donc en tout, on a 6 lignées au Tibet. Généralement, on en présente 6. Généralement, au Tibet, on dit qu'il y en a 4, 2 des bonnets rouges, 2 des bonnets jaunes, mais il y a aussi l'école Bön qui est après, et il y a l'école de Kalachakra qui est la dernière, qui est apparue au XVIe siècle. La caractéristique de notre école, des Kagyu, des bonnets rouges, et de l'école aussi à laquelle j'appartiens, qui est l'école des anciens, des Nyingma, qui a été fondée par Padmasambhava, c'est qu'on pratique la lignée Dzogchen du Bön. C'est-à-dire, on est raccroché directement avec la religion Bön, ce qui n'est pas le cas des bonnets jaunes. Okay, donc, le bouddhisme, on le voit à chaque fois qu'il est rentré dans une civilisation, eh bien, il lui a servi d'ésotérisme et il a permis à cette civilisation de se reformuler. Le christianisme, il a fait le contraire.
Le christianisme, il était complètement ésotérique à son début. Il a perdu le christianisme, il a perdu son caractère ésotérique. L'ésotérisme chrétien a disparu totalement, avec perte et fracas. Il en reste quelques déchets dans le compagnonnage, d'un point de vue matériel, et dans la franc-maçonnerie, d'un point de vue philosophique, avec beaucoup de déformations, puisque la franc-maçonnerie s'est complètement libérée de la maçonnerie, et elle est tombée dans l'humanisme, puis le luciférianisme, et actuellement dans le satanisme, c'est-à-dire une vive hostilité envers l'être humain. C'est très, très net au forum de Davos ou dans les Guidestones of Georgia, par exemple. Cette situation en Occident est due au fait que le christianisme, il a perdu son caractère ésotérique, il est devenu seulement un exotérisme, un moralisme. Au XIXe siècle, le christianisme n'était plus que le moralisme catholique, le moralisme protestant et le moralisme orthodoxe, donc orienté plutôt sur la morale sociale, et avait perdu, le protestantisme n'a aucun caractère ésotérique, zéro. L'orthodoxie en avait déjà moins que le catholicisme, mais elle a perdu aussi, bien qu'il y a eu un renouveau avec la chute de l'Union soviétique, il y a eu un renouveau. Et le catholicisme, eh bien, il a perdu son ésotérisme totalement, il est devenu complètement exotérique. Et à chaque fois que l'exotérisme catholique était rentré dans une nouvelle civilisation, eh bien, il a fait le contraire du bouddhisme. Le bouddhisme a rénové et ressuscité la tradition, le catholicisme l'a tué. Donc le catholicisme, partout où il est rentré, il a assassiné les civilisations dans lesquelles il est rentré. Il a assassiné la civilisation celtique, il a assassiné les civilisations d'Amérique du Nord, il a assassiné les civilisations d'Amérique du Sud, et il a failli assassiner les civilisations de l'Inde, du sud-est asiatique, de la Chine et du Japon. Sauf que grâce au bouddhisme notamment, parce qu'on avait gardé notre ésotérisme, eh bien, il s'est passé un phénomène curieux, c'est qu'on a absorbé le christianisme. C'est-à-dire que les moines nestoriens qui sont arrivés chez nous à partir du IIe siècle pour nous enseigner le christianisme, eh bien, on les a absorbés dans notre propre tradition bouddhiste et on a créé une forme un peu particulière qui s'appelle le Mahayana. Je vous expliquerai mieux ça dans le cours de bouddhisme. Ce qu'il faut comprendre maintenant, c'est que cet ésotérisme chrétien, il n'a pas toujours été perdu. Il était très très vif, environ jusqu'au XIVe siècle. Et qu'il a commencé à se perdre à partir du XVe siècle. Pourquoi est-ce qu'il s'est perdu à partir du XVe siècle? Bien, tout simplement parce que avec la guerre de 100 ans, avec les grandes épidémies, eh bien, il y a environ 60 à 80% selon les endroits de la population urbaine qui a disparu. Par exemple, à Gourdon, dans le Lot, souvent les gens pensent que Cahors, pas beaucoup de personnes connaissent Cahors. Moi, j'ai vécu à Cahors une partie de mon enfance. Cahors, c'était les plus hautes coupoles romanes après Sainte-Sophie de Byzance. Donc, ça vous dit la richesse du sud-ouest de la France. Pourquoi? Parce que on avait toute la laine qui descendait du Massif central qui allait se filer à Toulouse et à Rodez, mais à Toulouse. Donc la laine de mouton c'était ce qui avait le plus de valeur au Moyen-Âge. Et les peaux de mouton, c'est ce qui permettait de faire des parchemins, notamment les peaux d'agneau qui étaient les plus précieuses. Donc, lorsqu'on avait des moutons, et il y avait des moutons dans tout le Massif central, le christianisme, c'est la civilisation du mouton, de l'agneau, du bélier. Ce n'est pas la civilisation du taureau et de la vache. C'est vraiment la particularité de la civilisation chrétienne, c'est qu'elle est liée depuis Abraham à la culture du mouton. Quand on utilise des vaches, on le verra cette semaine à propos de ce qui est en train de se passer en Israël avec le sacrifice des 3 génisses, qui va provoquer une catastrophe, mais les rabbins sont conscients qu'ils veulent provoquer une catastrophe. Donc voilà, ça n'a pas été fait depuis 2200 ans, ils ont préparé une rampe, etc., pour faire un sacrifice de vache. Généralement, quand c'est fait dans le judaïsme, ça provoque des choses très très importantes. C'est une intense purification et des événements eschatologiques. C'est ce qui s'est passé 200 ans avant la naissance de Jésus. Donc, cette civilisation de Cahors était tellement riche qu'ils ont construit ces gigantesques coupoles. Le Moyen-Âge, c'est une période où on va vivre une incroyable richesse. Les
mouton, le commerce de la laine, le commerce du mouton, mais aussi le commerce du chanvre et le commerce du lin permettent de faire des vêtements. À partir du moment où on a du développement urbain, à partir du XIe siècle, eh bien, on va avoir une intensification des constructions. On continue à construire selon les règles des constructeurs romains, c'est ce qu'on appelle l'art roman, et va apparaître, sous l'influence de l'art islamique qui nous vient d'Andalousie, va apparaître une fusion des deux, notamment à partir de Toulouse, encore une fois, puisqu'à Toulouse, eh bien, les Visigoths ont été battus par les musulmans. L'islam a pris possession de l'empire wisigoth, donc le sud de la France, normalement, toute l'Espagne, toute l'Afrique du Nord, pardon. Et eh bien, l'art musulman et l'art wisigoth, qui était roman, ils se sont unis ensemble. Et à partir du sud de l'Espagne, eh bien, on a eu un incroyable développement de la construction jusqu'à Saragosse, par exemple, en Espagne, et avec des influences jusqu'à Toulouse. Si vous allez à Toulouse, eh bien, profitez-en pour visiter la ville et vous allez voir que près de l'hôtel de ville de Toulouse, sur l'avenue d'Alsace-Lorraine, il y a un bâtiment là qui est une ancienne mosquée en fait, et qui a été faite complètement dans le style des Omeyyades, dans le style espagnol, dans le style maure. Et donc il y a à partir du Languedoc un courant intellectuel qui vient depuis l'Espagne en matière de construction et qui va donner naissance à l'art français. Cet art français, il est impulsé par l'abbé Suger et il est aussi impulsé par Saint-Louis. Alors Saint-Louis, qu'est-ce qui lui arrive? Eh bien, comme les rois de France sous l'impulsion de Saint Bernard de Clairvaux, commence au XIe siècle la première croisade, où les Occidentaux vont commencer à aller foutre la merde au Moyen-Orient. Donc, qu'est-ce qui commence à foutre la merde? C'est la chevalerie française. Qui est-ce qui finance? C'est la République de Venise. Voilà. Donc, les banquiers italiens voient qu'on peut se faire du fric en finançant les croisades. D'abord, ça met les ambitions belliqueuses de la France en dehors de l'Europe. Ça va fatiguer un peu les chevaliers français. Ça permet de faire du business. Et ensuite, l'idée de Venise, c'est de faire tomber l'Empire byzantin, qui est sur le chemin de la soie et qui perçoit des taxes importantes sur la soie qui arrive à Rome et les épices qui arrivent à Rome. Au Moyen-Âge, on consomme des épices qui sont importées d'Inde et de Chine par la route de la soie. Ce qui va justifier la colonisation, les expéditions de Christophe Colomb et Vasco de Gama sur les mers, c'est la volonté de trouver un chemin vers l'Inde où on va pouvoir importer les épices directement sans avoir cette taxation le long des routes de la soie, des routes terrestres. Vous savez que la Chine actuellement, elle est en train de retracer ces routes de la soie, elle est même en train de les agrandir à travers toute l'Afrique. Donc ça, c'est vieille stratégie chinoise. La Chine, elle s'étend par la terre. Les Occidentaux, on s'est étendu par les mers. C'est-à-dire que tant que les Américains et l'OTAN aura la suprématie sur les mers, ils seront invincibles. À partir du moment où ils vont se faire couler leur flotte, on va se débarrasser des anglo-saxons. Donc la première chose à faire, c'est de couler la flotte anglo-saxonne. Et c'est ce qu'avait compris Louis XVI. Louis XVI, il a fait de la marine française la première marine d'Europe, justement pour ça. C'était pour battre les Anglais sur les mers, ce qui a permis ensuite à la République de se tailler un empire colonial. La Chine, actuellement, elle est en train de multiplier de façon exponentielle le nombre de porte-avions. Ils auront bientôt plus de porte-avions que les Américains. Pourquoi? Parce qu'ils savent que la suprématie sur les mers va leur permettre de s'imposer comme première puissance mondiale. Donc, ils ont besoin d'une marine. C'est pour ça qu'ils ont fait une base à Djibouti. Ils ont tendance à faire des bases dans différents endroits. Excusez-moi. Donc, en Europe, on a une ébullition intellectuelle et commerciale à partir du Xe siècle. Déjà au IXe siècle, l'Europe, elle s'est réenrichie. Elle se réurbanise. Et l'Europe qui se réurbanise, quand on a plus de personnes dans les villes, on a aussi plus de personnes dans les monastères, on est de plus en plus riche, on peut nourrir sa population et on a une explosion de la natalité française. Sous Louis XIV, il y a plus de personnes à la campagne en France que maintenant. Sous Louis XIV, il y a environ 34 millions d'habitants, ce qui est plus qu'actuellement en France à la campagne. La France, c'est la Chine de l'Occident. C'est le pays le plus peuplé, c'est le pays le plus dynamique,
d'un point de vue économique et d'un point de vue intellectuel. C'est une grande puissance intellectuelle. Pourquoi? Parce qu'en France, on a une stabilité politique grâce au roi de France depuis Clovis, et aussi on a une stabilité financière grâce au louis d'or. Malgré l'augmentation exponentielle de la population européenne, malgré l'or qui est ramené d'Amérique du Sud par les Espagnols et les Portugais, eh bien le prix du kilo de pain sera le même de Louis XVI, de Saint-Louis jusqu'à Louis XV. On n'a pas d'augmentation du prix du pain. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'inflation. Et quand il n'y a pas d'inflation, c'est absolument génial pour le peuple parce que la base de l'alimentation pour le peuple, c'est le pain. Et non seulement le pain a un prix qui est stable, mais en plus, comme on rentre dans un processus de fabrication en série et de manufacture avec des artisans qui produisent de plus en plus, c'est-à-dire on passe de la petite échoppe à des artisans qui vont avoir jusque 20, 30 compagnons et apprentis, on a une production en masse de biens. Et ces biens, leur prix, il tend à baisser puisqu'on optimise les outils et les modes de fabrication. Donc, c'est tout à fait gagnant, c'est-à-dire qu'on a la nourriture qui vaut le même prix et on a les objets consommables dont le prix baisse sans cesse et qu'on peut pratiquement industrialiser et produire de bonne qualité. Il faut savoir qu'autrefois, eh bien, on transmet de génération en génération. C'est-à-dire, par exemple, moi, j'ai des meubles j'ai chez moi, à des meubles de ma famille qui ont 250 ans. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de me racheter un vaisselier, un bahut, des fauteuils, des canapés. Voilà, bon, je l'ai fait, j'en ai racheté, c'est une grande maison. Mais j'ai toute une partie de mon mobilier. Cette chaise, je sais que mon arrière-arrière-grand-mère s'est assise dessus. Cette commode Louis XV que j'ai, voilà, je sais quand elle est rentrée dans ma famille, etc. Donc, c'est des achats que j'ai pas eu à faire. Je les entretiens, je les répare quand c'est nécessaire. Donc, c'est important parce que cette transmission du mobilier à l'intérieur des familles fait qu'on n'a pas à réacheter, à réinvestir dans du mobilier. Donc, la population s'accroît, le mobilier est de très bonne qualité, de très bonne facture et se transmet, et le prix des meubles a tendance à baisser. Il baisse en ville, la population augmente, etc. Donc, il y a vraiment un essor urbain. Cet essor urbain, à partir du XIe siècle, il est manifeste dans toute la France et il rayonne vers l'Angleterre, vers l'Allemagne, vers l'Italie et vers l'Espagne, notamment à travers le chemin de Compostelle qu'on appelle le chemin français, El Camino Frances. Et ce rayonnement intellectuel de la France, il va ne faire que simplifier, parce que en France, on a un terroir qui est exceptionnel. La France est cultivée comme un jardin. Elle a été entièrement défrichée à partir du 8e, 9e siècle, 7e, 8e siècle. La France se défriche. Les moines, eh bien, ont une activité très importante dans ce défrichement de la France. C'est les moines qui défrichent principalement. Les seigneurs leur donnent des marais ou des grandes forêts où les paysans ont peur d'aller. Et les moines qui sont ensemble, qui n'ont pas de charge d'enfants, etc., et qui reçoivent toujours des novices. C'est bien, c'est des enfants qu'on n'a pas à faire, c'est des enfants qu'on n'a pas à entretenir, on vous les apporte tout fait, de bonne qualité. Et on va assécher les marais et on va couper les forêts pour faire des étendues de champs et produire de la nourriture. Et la France n'a pas de difficultés alimentaires. Encore actuellement, la France, elle est dans les 5 plus grands exportateurs mondiaux d'aliments. Okay, souvent, elle a été 2e, 3e, 4e, 5e. Je crois qu'actuellement, elle est 3e ou 4e. Donc, on a en France un terroir qui est extrêmement riche. Il faut savoir que ce terroir riche, eh bien, il nous rend encore plus riches. C'est-à-dire qu'autrefois, on avait environ une centaine de poires différentes, 200 ou 300 espèces de pommes différentes. Au 19e siècle, on a perdu cette biodiversité. Ça s'est accéléré avec l'industrie chimique et les supermarchés à partir des années 60 parce qu'on voulait des aliments calibrés. Mais autrefois, on avait des dizaines et des dizaines et des dizaines de sortes de choux, de carottes, de panais,
de rutabaga, de topinambour, etc., où on avait d'herbes et on cultivait beaucoup de blé, beaucoup de seigle, beaucoup d'orge, parce qu'on en tirait de la bière. Évidemment, dans le sud, dans le Languedoc, on faisait du vin, et dans le Languedoy, au nord, eh bien, on faisait de la bière. Dans le Languedoy, au-dessus, on est plutôt dans les vaches et dans la bière, et dans le Languedoc, au sud, la Languedoc, eh bien, on cultive plutôt le mouton et la vigne. Languedoc, pourquoi? Parce que oui, dans le nord, on disait oi, ce qui a donné oui, et dans le sud, on disait oc, qui a donné, qui a disparu. Voilà, d'où Languedoc et Languedoy. La France s'enrichit. On a des connaissances qui arrivent par l'islam, on connaît mieux le monde antique, et il va se passer quelque chose de fondamental à Chartres. Qu'est-ce qui se passe à Chartres? Eh bien, il y a l'école platonicienne de Chartres. Et cette école platonicienne de Chartres, elle sait manier la baguette. C'est-à-dire les anciens, eh bien, ils avaient ce qu'on appelle de nos jours le signal du sourcier. Alors, c'est quelque chose qui est très polémique d'un point de vue scientifique. Le professeur Rocard, qui a été directeur de l'agence française de l'atome, qui a été directeur du GEPAN, l'Institut d'observation des ovnis, avant de mourir, quand il était à la retraite, a écrit un livre sur les sourciers, et il a fait des tests en aveugle pour voir s'il y avait évidemment un signal sourcier. Alors ces résultats, ils sont assez contestés, les zététiciens se sont attaqués à eux. Il faut savoir que quand on rentre dans ce domaine-là, de ce qu'on appelle le signal sourcier, on rentre dans ce qu'on appelle scientifiquement la radionique, et qu'il y a vraiment un veto d'État au développement de la radionique. Il y a Ô Seigneur, je viens vers toi, je te cherche, mon Dieu. Ô Seigneur, écoute-moi, je t'espère, mon Dieu. Toi, Seigneur, tu es la vie, moi je n'étais rien. Toi, tu m'as